Alors, la discipline dans la fonction publique a pour fonction de sanctionner les fautes, mais pas seulement, et ce serait réducteur de la limiter à cela. Elle a surtout pour objet de les prévenir. Et si on la comprend dans ce sens, elle est un outil utile pour la gestion des ressources humaines, mais aussi à une condition, c'est qu'elle ne soit pas pensée en termes purement de l'expression du pouvoir de haut en bas, mais comme l'adhésion à des règles d'éthique professionnelle, règles de respect des autres, engagement vis-à-vis du public, engagement dans une équipe. Et à ce titre, elle peut être un outil effectif du management moderne des ressources humaines. Alors mes conseils sont très précis. Pour l'agent, ne pas être en déni. Et pour l'administration, agir avec célérité. Et si je le dis, c'est parce que de mon expérience de la commission de recours, il y a beaucoup de progrès à faire de la part de chacun sur les deux sujets. La prise de conscience par une personne qui a commis une faute, de la faute qu'elle a commise et de sa volonté, sinon de la réparer, du moins de se racheter, est très important. Donc c'est dans son propre intérêt, dans le propre intérêt de la personne, qu'il faut prendre en compte cet élément. La bonne approche, c'est de dire « oui, j'ai eu un comportement qui, pour certains, même si je le conteste, est analysé comme une erreur, et je le reconnais, et j'ai des excuses, mais je suis prêt à, je dirais, comprendre quelle doit être la rectitude du comportement. » Une mesure disciplinaire prise trop longtemps après les faits n'est pas bonne. Et il y a, sur ce plan, il faut le dire, une tendance à la dérive, notamment pour les sanctions graves, pour les faits graves qui font l'objet de procédures pénales. Parce que l'administration a de plus en plus tendance à attendre que les procédures pénales aient été faites pour prendre la sanction disciplinaire. Je crois que si cela peut se comprendre dans certains cas exceptionnels, il faut absolument l'éviter et que ça ne devienne pas une règle de droit commun. Nous avons des exemples de sanctions qui sont prises plusieurs années après les faits et ça n'est pas opportun, ce n'est pas une bonne chose. L'autorité disciplinaire a très conscience que sa décision soit motivée. Si je peux exprimer une chose sur la bonne et la moins bonne motivation. La bonne motivation, c'est celle qui est précise et centrée sur l'essentiel. Quand il y a un nombre trop important d'éléments enfouis, on a du mal à comprendre quel a été le motif essentiel, le motif principal. Donc, simplicité, précision, concision. Le droit de la fonction publique, effectivement, il est là pour être appliqué au niveau du Conseil de discipline, mais c'est vrai qu'on prend aussi en considération toute la dimension un peu plus globale des faits qui ont été commis, plus humaine même, je dirais, en prenant en compte, par exemple, les antécédents ou pas, le comportement par la suite de l'intéressé. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on est bien là pour sanctionner des manquements à des obligations dans le cadre du statut de la fonction publique, mais au sein du Conseil de discipline, du fait de sa composition, membres des collectivités locales, représentants du personnel, un avocat, c'est aussi un lieu de discussion qui doit se faire avec une relative bienveillance, je crois, et pour permettre à l'intéressé de pouvoir s'exprimer pleinement et que les membres du Conseil de discipline puissent vraiment appréhender les faits qui ont été commis de manière assez générale. Alors effectivement, il y a une évolution jurisprudentielle notable en 2013 par un revirement du Conseil d'État par un arrêt d'Assemblée, un arrêt d'Ahan. Le contrôle du juge administratif est plus large
et là encore va aller dans le sens d'une prise en considération d'éléments un peu extérieurs à la faute, d'un contexte général du comportement de l'intéressé. On ne sanctionne pas uniquement une erreur manifeste d'appréciation dans la sanction proposée, c'est-à-dire une erreur flagrante, mais c'est un contrôle de l'erreur d'appréciation, donc un contrôle plus large. Et finalement, on peut se rendre compte que souvent, dans la jurisprudence maintenant du juge administratif, il arrive assez fréquemment que du fait de ce contrôle plus large, les sanctions qui sont proposées soient plutôt minorées par le juge administratif. C'est peut-être une tendance qu'on peut prendre en considération, même si parfois le juge administratif peut également considérer que la sanction n'était pas suffisamment forte. Mais disons que ce nouveau type de contrôle, qu'on appelle un contrôle normal dans le jargon juridique, amène à prendre en considération, comme je l'ai dit, des considérations plus générales sur le comportement de l'individu et pas uniquement les faits qui lui sont reprochés. En amont, profiter de tous les droits de la défense qui sont instaurés, c'est-à-dire notamment la consultation de son dossier, qu'il puisse prendre connaissance de manière assez précise des pièces qui sont à l'origine de la poursuite dont il fait l'objet. Et puis, quand il est au niveau du conseil de discipline, essayer d'avoir une attitude qui amène à faire penser qu'il est dans un espèce de cheminement personnel qui l'amènera à changer son attitude et à ne pas renouveler les fautes qui ont été commises. Du fait de cette matérialité des faits qui doit être établie, sinon elle profite à la personne déférée, de prouver par des pièces les fautes qui sont reprochées. Merci, merci Selma pour la diffusion de cette vidéo qui introduit parfaitement la seconde table ronde consacrée au contentieux disciplinaire. Alors, nos intervenants, alors le contentieux disciplinaire est un peu plus que ça, puisque la première intervention portera sur cette mesure conservatoire, la mesure de suspension de fonction, qui est en général la première étape avant l'engagement de poursuites disciplinaires, mais une étape qui elle-même est souvent la première étape contentieuse, puisque ces mesures sont elles-mêmes souvent contestées, notamment par le biais de référés suspension de la part des agents concernés. Alors, pour cette seconde table ronde, j'ai donc invité à me rejoindre Monsieur Fabrice Dion, qui est directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Sud Île-de-France, qui va donc nous intervenir sur cette question de la mesure de suspension conservatoire de fonction. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Maître Lorraine Carrère sur la preuve en matière disciplinaire et l'articulation entre la procédure pénale et la procédure administrative, articulation délicate mais malgré tout fréquente en matière disciplinaire. Et puis enfin, Michael Chaussard, donc chef du bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social à la DGAFP, tentera d'identifier les critères qui sont mis en œuvre par le juge administratif, s'ils existent, pour apprécier la proportionnalité de la sanction dans le cadre de ce nouveau contrôle suite au revirement de 2013 dont il a été question dans la vidéo qui vient d'être diffusée. Je passe immédiatement la parole à Monsieur Fabrice Dion sur la mesure de suspension. Bien, bonjour à tous. Donc, je remercie la DGAFP pour m'inviter à cette intervention, pour laquelle j'ai eu un moment de réflexion quand on m'a proposé ce sujet. Parce que, comme il a été dit par le professeur Didier Jean-Pierre, 80% des sanctions disciplinaires concernent l'avertissement et le blâme dans la fonction publique de l'État. Or, vous imaginez bien que l'on ne va pas prendre une mesure de suspension lorsqu'on envisage éventuellement que ce soit un avertissement ou un blâme qui soit pris. Ce qui fait que dans la pratique professionnelle,
La suspension, cela n'arrive pas fréquemment. Néanmoins, lorsqu'on est DRH, sur quelques années, effectivement, on peut être amené à être concerné par ce type de mesures. Le deuxième élément qui peut également créer un petit moment de doute, c'est que la suspension, c'est quelque chose qui est apparemment simple, qui est traité dans les manuels de droit souvent assez rapidement. Mais en fait, la gestion est assez délicate de cette mesure. Et je dois dire que le professeur Jean-Pierre avait également écrit un article sur le sujet il y a quelques années, qui montrait les difficultés d'application. Et je dois également souligner qu'en approfondissement cette question, j'ai également constaté des éléments que je ne connaissais pas très bien et qui m'ont conduit à voir la suspension sous un autre angle, en fait. Parce que cette mesure, en fait, on la connaît sous l'angle de l'article 30 du titre 1 du statut général, mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a également des droits spéciaux pour certaines catégories d'agents, pour les militaires, pour les magistrats, pour les universitaires, et également pour les praticiens hospitaliers qui travaillent donc dans la fonction publique hospitalière. Ce qui fait qu'il y a un hiatus entre le droit commun, le titre 1, qui s'applique à tous les agents de la fonction publique, et également des droits spéciaux. Je n'évoquerai pas les droits spéciaux, à l'exception de ceux qui concernent la fonction publique hospitalière. Et il y a même également une suspension sans texte. Donc, ce qui fait que vous avez un hiatus entre trois dispositifs, le droit commun, les droits spéciaux et la suspension sans texte. Et également, un deuxième hiatus qui me semble intéressant de relever, c'est le fait qu'il y a, sur un plan même historique, et qui ne fait que s'approfondir avec la loi de 2016, c'est d'un côté les droits des agents qui sont limités, mais qu'on essaie quand même de développer, et de l'autre côté, l'action de l'employeur qui doit quand même intervenir. Et donc, on a ici un double hiatus qui peut faire l'objet de deux problématiques. J'aurais pu dire la suspension, c'est un dispositif apparemment simple, mais d'application complexe. Mais finalement, j'ai préféré présenter le sujet, en essayant de tenir les délais, comme une mesure de protection du service qui conduit à en écarter un agent de manière à protéger ce service, mais également à mettre en évidence le fait que la suspension conduit à ce que l'agent ne soit pas exempt de toute garantie, ce qui conduit à une application assez particulière, assez attentive de la part de l'employeur. Alors, s'agissant donc du premier point, la suspension est une mesure donc de protection du service qui conduit à devoir en écarter un agent en cas de faute grave présumée, mais en l'absence des garanties de la procédure disciplinaire. Alors, le droit commun, dont je ne le rappellerai pas, c'est l'article 30 de la loi du 13 juillet 83. Vous avez également deux mesures concernant les praticiens hospitaliers, pour ce qui concerne le droit spécial, et les professeurs d'université praticiens hospitaliers, qui concernent également ce qu'on appelle aussi les PUPH. Et donc, ce sont deux mesures prévues dans le Code de la santé publique. Premier point ici à développer, c'est que la suspension est une mesure urgente, à caractère provisoire, prise par l'autorité en charge de la procédure disciplinaire. Et premier point, elle intervient donc en cas de faute de l'agent. Il s'agit de le retirer de manière immédiate du service. Donc la finalité ici, c'est la protection du service. Cela avait déjà été rappelé dans un arrêt du Conseil d'État de 38 communes de Blida, mais qui est rappelé constamment. Vous avez un arrêt de la Cour administrative de Marseille du 6 décembre 2014 qui rappelle qu'il pour sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens. La suspension, dans l'article 30, on s'intéresse aux fonctionnaires, mais en réalité, elle est d'application large. Elle concerne les titulaires, les non-titulaires, elle concerne également les trois fonctions publiques. Donc l'article 30, il a une application extrêmement large et ça concerne donc une pluralité d'agents. Il s'agit d'une mesure qui intervient en principe en cas de faute grave. Mais vous voyez ici, l'intérêt des pouvoirs publics, c'est de donner une certaine marge de manœuvre en fait, à l'employeur. Et donc, la présomption de faute grave suffit. Donc, elle peut être prononcée, cette suspension, même si la faute grave n'est pas établie avec certitude, dès lors que les présomptions, elles, sont sérieuses. La jurisprudence nous enseigne qu'il faut un caractère de vraisemblance suffisant. En matière hospitalière, le témoignage de deux patients qui se plaignent de la brutalité d'un aide-soignant. Je pourrais donner une multitude d'exemples. Il faut aussi une particulière gravité. Incitation à commettre des vols, non-respect des règles sur la délivrance des médicaments, agressivité et injure d'un maître ouvrier, d'un centre hospitalier, etc. Donc vous voyez, il faut une certaine gravité pour engager une mesure de suspension.
ce qui est intéressant de noter, c'est que la mesure peut être prise pour des faits en dehors des fonctions de l'agent, mais qui portent atteinte à la réputation de l'administration et donc du service, d'où l'intérêt de protéger le service. Des malversations commises par des agents dans la gestion d'associations, donc en dehors de l'administration, peuvent conduire à une mesure de suspension. En revanche, une telle mesure ne sera pas prise dans différentes hypothèses. Par exemple, une simple inaptitude de l'agent. Alors là, je fais un petit encart sur le praticien hospitalier qui, lui, peut, au vu des textes, peut être suspendu dans une procédure d'insuffisance professionnelle. Mais là, ici, on est sur l'article 30. Pour un comportement désinvolte ou négligent, pas de suspension. Pour des maladresses dans la pratique professionnelle, pas de suspension. L'utilisation frauduleuse du Minitel, donc je ne date pas cette jurisprudence, mais je peux le faire quand même, 2006, les faits étaient anciens, pas de suspension, ainsi de suite. Donc, mais on va plus loin pour aller dans cette mesure de suspension, pour donner plus de marge de manœuvre à l'employeur. Même en cas d'absence de faute, la suspension a été reconnue valable pour des raisons d'ordre public. Tribunal administratif 99, Madame Messonnier. Ici, mesure d'ordre public, l'employeur, pas de faute, l'employeur est en mesure de prendre une mesure de suspension, c'est reconnu valable. Arrêt du Conseil d'État 2003, Lucchini, aucun lien avec un acteur célèbre. Le directeur d'un centre hospitalier peut même, sans texte, éloigner provisoirement du service un agent et sans faute pour de simples raisons d'ordre public. Ici, c'est la question de la santé de l'agent qui pouvait conduire à des difficultés dans l'exercice professionnel. Deuxième point dans cette première sous-partie, la mesure est prise par l'autorité de nomination en charge de la procédure disciplinaire. Donc, vous savez, c'est cette autorité disciplinaire qui est en charge de prendre cette mesure de suspension, dont on voit le lien, d'ailleurs, vous voyez, entre la suspension et la procédure disciplinaire. Donc, la suspension est prononcée par l'autorité disciplinaire. Et là aussi, on voit encore un élément, toujours, vous savez, dans notre hiatus, notre problématique sur les droits des agents et de l'autre côté, les droits de l'autorité de nomination. On a permis, c'était en domaine de l'éducation nationale, au recteur de prendre une mesure de suspension parce qu'il est en charge des sanctions disciplinaires des premiers et du deuxième groupe, hein, alors que le ministre l'est pour le troisième et le quatrième groupe. Et donc on a étendu, on a délégué ce pouvoir disciplinaire pour lui permettre de prendre cette mesure de suspension pour faciliter l'exercice de l'action publique. J'en viens ici aux praticiens hospitaliers. Vous avez également une mesure de suspension qui est prise en vertu donc, du Code de la santé publique, mais même sans texte, le directeur d'hôpital, le chef d'établissement, est en mesure de prendre, en cas d'urgence, une mesure de suspension à l'encontre d'un praticien hospitalier ou d'un professeur d'université praticien hospitalier. Pourquoi ? Parce que donc, la jurisprudence, finalement, retient 4 motivations. Il faut tout d'abord qu'il y ait urgence. Il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles et il faut ici qu'il avertisse rapidement les autorités de tutelle et donc en l'occurrence le directeur du Centre national de gestion qui est chargé de nommer les personnels dont on vient de parler de manière et enfin de maintenir la rémunération donc, de l'agent. Si ces 4 conditions sont établies, donc, même sans texte, là, je n'évoque pas le Code de la santé publique qui prévoit des mesures de suspension à l'égard donc, des praticiens hospitaliers ou des professeurs d'université praticiens hospitaliers. Même sans texte, en cas d'urgence et de circonstances exceptionnelles, le chef d'établissement pourra prendre des mesures visant donc à suspendre ces personnels. Donc, il y a plusieurs arrêts. Je pourrais citer la Cour administrative de Bordeaux du 5 mai 2015, celle de Nantes du 21 avril 2015, celle de Bordeaux du 13 mars 2007, celle de Marseille du 1er octobre 2013. Je cite beaucoup d'arrêts parce qu'il y a beaucoup de litiges à ce sujet-là. Parce que, évidemment, le fait de prendre une suspension sans texte, sans support textuel, conduit les personnes qui subissent cette mesure à la contester, à dire, mais écoutez, vous n'avez pris cette mesure sans texte. Mais néanmoins, on constate que la jurisprudence est constante sur le sujet, puisqu'elle réaffirme systématiquement la possibilité prise par le chef d'établissement, en vertu, en fait, de son pouvoir d'autorité générale sur les personnels de l'établissement, de pouvoir prendre ce type de mesures. Et la notion de circonstance exceptionnelle concerne très clairement la sécurité des patients, qui est ici en jeu.
En revanche, de simples tensions relationnelles au sein du service, elles, ne vont pas conduire à prendre cette mesure de suspension. Bon, il y a même des cas assez intéressants où une mesure de suspension est prise par le chef d'établissement et ensuite est confortée par le ministre qui prend, le ministre dans le cas d'un PUPH, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Santé, prend une mesure fondée, elle, sur le texte. Deuxième élément, la décision de suspension n'est pas d'ordre disciplinaire, ce qui conduit à une limitation des droits de l'agent, donc autre axe de notre développement. La suspension repose sur un formalisme limité. Donc, vous voyez aussi toujours cette volonté de donner une certaine marge de manœuvre à l'administration. Elle doit intervenir sous la forme d'une décision écrite de l'autorité de nomination. Elle doit être notifiée à l'agent contre émargement ou devant témoin. Elle peut être également accompagnée, lorsqu'elle n'est pas notifiée à l'agent directement, on peut l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore, pour être encore plus certain que la notification intervienne, par huissier. C'est une mesure urgente, donc il ne peut pas s'écouler un délai trop long entre la suspension des faits et le fondement de la décision. Ce qui s'applique pour les sanctions disciplinaires s'applique pour la mesure de suspension également. En fait, c'est une mesure qui doit intervenir dans des délais extrêmement rapides. Donc elle n'est pas disciplinaire, donc elle n'a pas à bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire. Donc les droits de la défense sont limités. Ils sont limités de quelle mesure? Eh bien, le directeur ne sera pas tenu d'observer la procédure disciplinaire. Il n'y a pas de motivation obligatoire. Alors là, c'est intéressant parce que lorsqu'on prend des arrêtés de suspension, j'ai quand même pu constater qu'on les motive. Dans les considérants, on explique ce qui s'est passé. Donc vous voyez, l'employeur, la jurisprudence, quand on la consulte, nous dit qu'il n'y a pas de motivation, mais l'employeur, lui, il prévoit des motivations dans ses considérants. Pas de communication du dossier, pas d'assistance d'un défenseur, pas d'exigence d'une enquête préalable. Néanmoins, il y a certaines garanties. La suspension est en principe pour une durée de 4 mois où on attend l'instance judiciaire. Et puis également, on conserve sa rémunération pendant les 4 premiers mois. Des mesures complémentaires peuvent être prises, des mesures notamment d'interdiction d'accès aux locaux. Une suspension partielle de fonction peut être admise. Donc la gestion du dossier de la suspension est assez délicate. Lorsque vous prenez une mesure de suspension, il faut intervenir très rapidement. Il vaut mieux ne pas intervenir seul. Et parfois, selon des cas qui peuvent être médiatisés, envisager la rédaction d'un communiqué de presse que l'on enverra pour la fonction publique hospitalière à l'ARS, à la préfecture, le cas échéant. Il faudra peut-être aller voir les agents du service dans la foulée pour les informer de ce qui s'est passé. Donc il y a une gestion aussi, je dirais, managériale du sujet. Ce n'est pas uniquement une mesure qui se passe de manière bilatérale. Deuxième point du propos, j'essaierai d'aller vite, l'agent suspendu n'est pas exempt de garantie, ce qui exige une attention particulière de l'autorité disciplinaire quant aux conditions de mise en œuvre, ce qui est accru d'ailleurs par la loi du 20 avril 2016, du 24 avril 2016. En effet, indépendamment des effets de la mesure de suspension, l'agent reste en position d'activité. La mesure de suspension n'est pas une position obligatoire de l'agent public. La suspension entraîne plusieurs effets, principalement pécuniaires et matériels. Sur le plan pécuniaire, si on revient à l'article 30 du statut général, dans la mesure où il s'agit d'un manquement aux obligations professionnelles, on conserve l'intégralité de son traitement et de ses indemnités pendant 4 mois. Vous voyez ici l'évolution des droits de l'agent, puisque avant les premiers statuts généraux démocratiques, avant 1946, la retenue sur traitement pouvait intervenir. Et avec 1946 et 1959, il a été prévu donc, que la retenue soit limitée à la moitié, puis en 1983, il n'y a plus de retenue des 4 premiers mois. Si infraction de droit commun, la retenue peut intervenir après le délai de 4 mois, mais l'agent, s'agissant des primes dont il peut bénéficier, qui sont liées à l'exercice des fonctions, il peut les perdre. Alors là aussi, dans les arrêtés que l'on peut parfois prendre, enfin, que les directeurs peuvent parfois prendre, on précise, souvent, on a peut-être pu constater que l'ensemble de la rémunération est conservé, même les primes qui sont liées à l'exercice des fonctions. Il y a un effet matériel aussi qu'on retrouve pour les agents qui peuvent bénéficier d'un logement au titre des sujétions qui sont les leurs, notamment lorsqu'ils ont des gardes.
la jurisprudence a évolué. Aujourd'hui, il semble qu'on soit privé de l'occupation du logement durant la mesure de suspension. L'agent est en activité, donc, deuxième point du propos, il reste bénéficiaire néanmoins de droits et il reste aussi redevable d'obligations. Quels sont les droits? L'agent suspendu reste soumis à son régime statutaire, c'est-à-dire qu'il continue d'appartenir au corps dont il est issu. Il est maintenu dans les cadres de l'administration, il n'est pas révoqué, il est maintenu dans les cadres, c'est un agent qui est donc suspendu. On ne peut pas engager une vacance de poste. Là aussi, je fais un focus sur l'aspect managérial. Ça signifie qu'en fait, l'administration devra conserver le poste pendant toute la période. Elle pourra peut-être néanmoins mettre un agent non titulaire sur le poste ou engager un intérim le cas échéant, mais le poste est conservé. Arrêt important du Conseil d'État de 1994, l'arrêt Gabold. La maladie, l'agent peut également être en arrêt maladie. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'agent qui passe en arrêt maladie, qui bénéficie d'un congé de maladie, eh bien, il ne sera plus suspendu, donc il sera en congé pendant la période, et on pourra prendre un nouvel arrêté de suspension suite à cet arrêt maladie, cour de Nantes, 12 janvier 2016. Il est également informé sur ses droits. Les obligations. L'agent reste redevable d'obligations, obligations de réserve, obligations de loyauté. Les règles en matière de non-cumul d'activités, on peut y déroger, notamment dans la mesure où l'agent suit notamment une procédure, s'il y a des poursuites pénales, il peut avoir une retenue sur son rémunération, donc il peut être amené à compléter sa rémunération par un cumul d'activités. C'était déjà prévu en 1952, Conseil d'État sur bancal. Maintenant, s'agissant donc des conditions particulières de mise en œuvre sur lesquelles il faut être assez vigilant, la suspension, c'est un acte qui fait grief. Et donc, elle engage la responsabilité de l'employeur. Si une suspension est engagée pour gravité insuffisante des faits, il pourra y avoir une sanction à ce titre. La responsabilité peut être engagée pour faute. Il peut y avoir un préjudice moral pour un délai anormalement long. Je cite une suspension de plus de 8 ans. C'était pour un praticien hospitalier dans le cadre d'une procédure d'insuffisance professionnelle où là, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez également engager la responsabilité de l'employeur pour faute ou sans faute. Quel est le contrôle du juge? C'est un contrôle. Certains arrêts pouvaient donner le sentiment que c'est un contrôle restreint. Ici, on semble s'accorder pour un contrôle entier, c'est-à-dire qu'il va examiner la gravité des faits proportionnés donc à la mesure. Quelles sont les conséquences financières de l'annulation de la suspension? Donc, au terme de la suspension, s'il n'y a pas eu de mesure disciplinaire ou de sanction pénale, l'agent a droit donc au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la suspension. Arrêt d'Assemblée 94 du Conseil d'État. Si en revanche la suspension est illégale, l'agent a droit à la réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a pu subir à ce titre. Cela ne conduira pas à un remboursement, mais ça conduira à une évaluation du préjudice qu'il aura subi, en mettant de côté les traitements auxquels il n'avait peut-être pas droit, je dirais, d'avoir droit, notamment les primes liées à l'exercice des fonctions, et en déduisant également les rémunérations qu'il aurait pu obtenir dans le cadre d'un cumul d'activités. Gestion délicate de la fin de la suspension, aussi parce que la suspension, en fait, est là aussi, c'est quelque chose que l'on n'a pas toujours suffisamment à l'esprit, notamment pour les praticiens RH, c'est qu'elle est indépendante de la procédure disciplinaire en réalité. Parce qu'effectivement, dans l'article 30, on mentionne le fait qu'on doit engager sans délai la saisine du conseil de discipline, mais lorsqu'on lit la jurisprudence, on s'aperçoit qu'il y a une véritable indépendance des deux procédures. Et le Conseil d'État a retenu que la mesure de suspension n'a pas pour objet d'entraîner le déclenchement de la procédure disciplinaire. Arrêt du Conseil d'État, 12 février 88, Madame Alezra. Et dans un arrêt de 2006, le Conseil d'État a considéré qu'aucun texte ne faisait obligation à l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure suite à une suspension. Arrêt du Conseil d'État, 1er mars 2006. La procédure pénale, donc, peut être engagée, et dans ce cas-là, effectivement, il y a une évolution de la loi. Donc, que dit aujourd'hui la loi du 20 avril 2016 ? Deux choses. Premièrement, lorsqu'une procédure pénale est engagée, donc il peut y avoir une mesure de réintégration dans les fonctions de l'agent. L'agent doit être réintégré, même s'il fait l'objet de poursuites pénales, et que les mesures décidées par l'autorité
judiciaires ne font pas obstacle à cette réintégration. Si néanmoins ce n'est pas possible, une procédure de reclassement peut être engagée, qui elle-même se décompose en 2 temps. Premier temps, possibilité pour l'employeur d'affecter l'agent sur un autre emploi, mais par décision motivée, dans la mesure où cet emploi est compatible avec le contrôle judiciaire, ou alors de le détacher dans un autre cadre d'emploi ou un autre corps. Si ces solutions ne sont pas envisageables, la suspension pourrait être prolongée au-delà de 4 mois, et dans ce cas-là, une retenue sur la rémunération, qui n'est pas supérieure donc à la moitié de la rémunération, pourrait être envisagée. Dans une note de la DGFP du 8 juillet 2016, elle rappelait que la motivation doit être claire, précise et adaptée à la situation du fonctionnaire concerné. On ne doit pas se limiter à une simple mention de la loi. Alors c'est important parce que je n'ai pas pu trouver beaucoup de jurisprudence sur le sujet, et encore moins, enfin pas beaucoup de jugements et encore moins d'arrêts, mais néanmoins il y a un arrêt du TA de Montreuil de 2017 qui, sur cette question, sur cette application de la nouvelle disposition de la loi du 20 avril 2016, exerce un contrôle normal en fait sur la question de la réintégration de l'agent au sein de son service dans le cadre de procédures pénales. Il exerce un contrôle normal. Il accepte néanmoins que l'administration, compte tenu des faits reprochés à l'agent, ne le réintègre pas dans ses fonctions. Il exerce un contrôle restreint, en revanche, sur la question de l'affectation sur un autre emploi ou du détachement dans un autre corps. Pour terminer, donc, je soulignerai donc l'intérêt de la suspension qui gagne à être connu davantage, à mon avis, des praticiens RH, des praticiens du droit, parce que c'est quelque chose que l'on ne pratique pas très souvent. Mais lorsqu'on la pratique, il faut être très attentif aux mesures de mise en œuvre de cette décision. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Dion, pour ce panorama très complet de la mesure de suspension. Et je passe sans plus tarder la parole à Maître Carrère sur la question de la preuve et l'articulation de la procédure pénale et disciplinaire. Votre micro, en principe, fonctionne. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de voir certains de mes clients dans la salle. Donc, cette question de la preuve, elle est évidemment fondamentale puisqu'il revient à l'autorité disciplinaire d'établir la réalité, la matérialité des faits qui vont justifier l'engagement de la procédure disciplinaire des faits que vous souhaitez sanctionner. Il y a 2 points qui me semblent importants à voir en l'espèce. En premier, je rebondirai sur ce qui a été dit tout à l'heure par M. Roche sur la question de la loyauté de la preuve. En voilà un joli sujet. La loyauté de la preuve, en réalité, n'a jamais été consacrée par le Conseil d'État. J'ai fait de nombreuses recherches. Ça n'existe pas. Donc, la seule obligation qui repose sur l'employeur, elle découle d'un principe de loyauté dans la relation de travail. L'employeur, avec ses agents, doit se comporter de manière loyale. Et le Conseil d'État en a tiré un principe, quelque chose d'assez typique du Conseil d'État, en disant que du coup, si le moyen de la preuve n'est pas conforme à ce principe de loyauté, en gros de la relation de travail, la preuve devra être écartée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet arrêt date de 2014 seulement. 12 juillet 2014, Ganem. Il est extrêmement récent parce que le principe, vous le savez bien, de la preuve devant la juridiction administrative, c'est qu'elle peut être apportée par tout moyen. Et quand je dis par tout moyen, j'ai trouvé des décisions récentes, 99, je ne suis pas remontée à Blanco. Par tout moyen, ça peut être en se fondant sur un document volé. Un document confidentiel subtilisé à son auteur, du vol. Ça a été reconnu comme permettant d'engager une action. Ce n'était pas du disciplinaire en l'espèce, c'était un contentieux électoral, mais le moyen de l'irrégularité de la preuve a simplement été écarté d'un revers de manche comme inopérant. Ça n'intéresse pas le juge administratif. Donc, ce principe de libéralisme absolu de la preuve fait qu'effectivement, en matière disciplinaire comme en d'autres, mais en l'espèce en matière disciplinaire, la preuve peut être apportée par tout moyen. Elle peut être apportée naturellement par un rapport du supérieur hiérarchique, par un constat d'huissier,
On fait constater, par exemple, une publication sur un réseau social. Moi, ça m'est déjà arrivé en demandant de faire constater que la directrice du CCAS, par ailleurs, était stripteaseuse dans les boîtes de nuit. L'huissier était très content. Donc, un huissier. Mais ce qui a donné lieu à l'arrêt de 2014 à Stare-Ganem, qui a fait un petit peu de bruit parce que c'était plutôt croquignolet, on va dire, c'est que la commune avait eu recours au service d'une agence de détectives privés. Et elle avait eu recours à cette agence pour faire établir un cumul irrégulier d'activités, puisqu'elle avait un agent qui était en arrêt maladie, longue durée, etc. depuis des années. Et ce monsieur, en réalité, avait monté 2 sociétés avec son épouse. C'est un ancien directeur de centre technique municipal, et figurez-vous qu'il avait monté des sociétés dans le bâtiment. Donc c'est venu aux oreilles du maire, qui l'a fait constaté par un détective privé. Et la question du coup s'est posée de savoir si la constatation par un détective, par un rapport de filature, on va être clair, était loyale. Est-ce que ça suffisait à établir les faits? Est-ce que ça ne devait pas être écarté? Parce que par exemple, pour le juge judiciaire, il est impossible, vous n'avez pas le droit de produire un rapport de détective privé. C'est considéré comme, par essence, portant atteinte à la vie privée des salariés. Ce n'est pas le cas en droit public, et on va le concevoir assez aisément dès lors que les prérogatives de l'employeur public ne sont pas celles de l'employeur privé. Nous avons l'intérêt général qui est toujours présent et qui permet davantage de choses que l'employeur privé. Mais quoi qu'il en soit, en réalité, quand on a une analyse un petit peu fine de la distinction qui est faite entre les 2 juridictions, en réalité, là, ce rapport de détective privé qui était l'objet de la décision, c'était quasiment un constat d'huissier. En fait, le détective privé est resté sur le domaine public, donc en gros, il l'a filmé sortant de la boîte, rentrant dans la boîte, sur une mission très restreinte, et c'était quasiment les conditions d'un constat d'huissier. Or, la juridiction judiciaire, elle accepte le constat d'huissier pour faire constater la faute. Donc finalement, les 2 juridictions ne sont pas si éloignées que ça. Donc tout moyen va être recevable. Et pour revenir sur ce que disait M. Thoiry tout à l'heure, oui, une capture d'écran, ça va être recevable. Un article de presse va être recevable. Moi, j'ai un dossier où le maire a appris par le Parisien que son agent était condamné pénalement pour avoir agressé une personne dans la rue en se prévalant de Daesh. On n'avait pas la décision parce que, je vais y venir, mais la difficulté quand même dans les relations qu'on a avec les juridictions pénales, c'est qu'elles sont tellement engorgées que ne serait-ce que pour avoir un jugement, ça va prendre 18 mois. Et la difficulté, c'est qu'on vient de vous le dire, la suspension, elle est de 4 et qu'on ne peut pas attendre. Donc, un article de presse qui va relayer une condamnation avec le nom de l'agent, avec les faits, va être considéré comme suffisant pour établir la faute. Alors, je vous dirais bien qu'évidemment, l'agent n'est pas venu en me disant « c'est pas vrai ». Parce que j'aurais été bien embêtée, vu que je n'avais rien d'autre que cet article, enfin ces 3 articles de presse. Mais quand je vous dis que tout moyen est recevable, c'est que tout moyen est recevable. Et ce qui est intéressant dans l'arrêt Ganem que je vous citais tout à l'heure, dont je vous indiquais, je vais vous lire le considérant parce qu'en fait, ça va être ce qui va guider votre action quand vous allez déterminer si vous allez pouvoir utiliser ce moyen de preuve que vous avez, cette capture d'écran, cet échange de SMS. Par exemple, un agent qui harcèle l'autre par SMS. Je vous rappelle que les SMS sont des correspondances privées. Donc, on fait comment ? Quand l'agent harcelé vient vous voir en faisant « voilà, j'en suis au 18e SMS, l'agent m'épuise ses ardeurs, parce qu'elle est amoureuse de moi, mais moi non. Et elle me harcèle, elle m'écrit tous les jours, la nuit, elle me menace, je fais quoi ?» Donc évidemment, vous allez lui dire « mais portez plainte ». Mais il ne veut pas forcément porter plainte. Il ne veut pas aller jusque-là, lui, il veut juste que le harcèlement cesse. Est-ce que vous allez utiliser l'échange SMS ? Monsieur Roche, je vous disais tout à l'heure, dès lors qu'on vous l'apporte, c'est un moyen de preuve loyal. Je vous dirais que je suis un tout petit peu plus réservée parce que je m'inquiète un peu sur le délit de recel de correspondance, de violation de correspondance privée. Alors, je m'en inquiète parce que mes confrères pénalistes m'auront inquiété. Parce que moi, personnellement, qui ne fais que de la fonction publique, je ne m'en inquiète pas du tout.
puisque tout est bon. Donc, le considérant de cette décision Ganem pose une limite, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Donc, le considérant vous dit qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, c'est vous, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, c'est toujours vous, peut apporter la preuve de ces faits devant juge administratif par tout moyen. Donc, on en reste au tout moyen, au sacro-saint tout moyen. Que toutefois, tout employeur public est tenu vis-à-vis de ses agents à une obligation de loyauté. On ne parle pas d'un principe de loyauté de la preuve, hein. On parle d'une obligation qui résulte de l'obligation de loyauté vis-à-vis des agents. Qu'il ne saurait par la suite fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation. Bien. Moi, je pense, en gros, vous n'avez pas le droit de poser des écoutes. Plus ou moins. Fait encore. Bon. Non, non, non. Sauf si un intérêt majeur le justifie. Et là, évidemment, on est perdu. Hein. On est perdu. Alors, j'ai interrogé autour de moi, parce que je n'ai pas vu d'application de cette jurisprudence depuis. Donc, j'ai demandé autour de moi en disant, mais quel peut être l'intérêt majeur qui justifie que j'aille au-delà de mon obligation de loyauté vis-à-vis de mon agent? Et tout le monde m'a répondu en chœur, enfin bon, vu les temps troublés que nous traversons, mettons qu'on se rende compte que notre agent organise plus ou moins un attentat, on a le droit de poser des écoutes. Personnellement, je pense qu'on a le droit d'appeler la police surtout. Mais on a le droit de poser des écoutes et on aura par ce moyen la preuve des faits obtenus, pas complètement loyalement, mais qui nous permettra d'aller et devant le conseil de discipline et devant le juge administratif, comme le disait Didier Jean-Pierre tout à l'heure, le juge du conseil de discipline, le conseil de discipline de recours, le juge des référés, le juge du fond et la cour administrative d'appel. Ce moyen-là sera recevable. Donc, voilà, sur la loyauté des moyens que vous pouvez utiliser, encore une fois, les moyens sont fort nombreux, fort divers. Moi, j'ai déjà utilisé un extrait d'émissions de télé qui avait eu beaucoup de succès, des constats d'huissier, des captures d'écran, voilà, vous pouvez à peu près, c'est par tout moyen. La vraie difficulté que vous allez rencontrer, et que je rencontre régulièrement tous les jours dans les dossiers, c'est celle de l'articulation entre votre disciplinaire et le pénal. Parce que l'invention des agents étant sans limite, avec un peu de chance, à un moment, les faits seront également qualifiables d'infraction pénale. Alors, vous connaissez bien le principe, il y a une indépendance totale des poursuites. Vous n'avez pas besoin d'attendre la décision du pénal. Le pénal se moque éperdument de la décision du disciplinaire. Chacun fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que, c'est ce qui vous a été indiqué tout à l'heure, on a tendance aujourd'hui à attendre le pénal. Alors, je vous dirais bien qu'on a tendance à l'attendre parce que naturellement, on sait que juridiquement, une fois que la condamnation sera définitive, les faits seront établis et ne pourront plus être discutés devant le conseil de discipline ni devant le juge. Donc on en sera uniquement sur le quantum. Bon, en réalité, il y a un petit peu autre chose derrière, qui est de dire on va faire établir de manière irréfragable que les faits se sont bien déroulés, surtout si ce sont des faits de détournement de fonds, d'agression. Voilà. On va avoir besoin de l'enquête de la police et des éléments de la police. Et là, on va se trouver face à un deuxième problème, qui va être le secret de l'instruction et le secret de l'enquête. Vous savez que récemment, une loi d'avril 2016 est venue codifier un peu cette question et a indiqué qu'il y avait en gros deux systèmes différents. Le premier, c'est si l'agent est en contact avec les mineurs, là il y a une information obligatoire par le procureur qui sera la pièce maîtresse, qui sera l'interlocuteur dans ces cas-là. Le procureur a l'obligation d'informer l'autorité, l'employeur, des poursuites engagées. Ça, vous le savez tous, c'est à la suite de ce qui s'est passé en Isère, il me semble, où il s'avère qu'un enseignant avait une condamnation à son casier sur agression sexuelle sur les mineurs. Et personne ne le savait parce que, en fait, la condamnation n'avait pas été indiquée au ministre. Voilà. Donc, quand ça va coucher des mineurs, vous aurez une information obligatoire. Et de ce que j'en vois, de toute façon, c'était plus ou moins le cas. Moi, je travaille majoritairement avec les collectivités territoriales. Généralement, honnêtement, que ce soit les services de police, que ce soit le parquet, prévenait en disant tel animateur, voilà, et dans le cadre d'une procédure pénale. Donc, on suspendait l'agent. Voilà. La difficulté
la vraie difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est celle de l'autre cas, de l'agent qui va être pris dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure pénale, soit dans le cadre de ses fonctions, par exemple détournement de fonds. Actuellement, j'ai un dossier de détournement de fonds par la voie informatique, une fraude. On a naturellement porté plainte, mais le secret de l'instruction et le secret de l'enquête s'opposent. Tout simplement, si vous appelez la police va vous dire « Maître, bien gentil, mais vous savez très bien, je ne peux pas vous le dire. » Sauf si vous tombez sur un policier extrêmement compatissant qui va vous dire « Oui, bon, bah, on a reçu monsieur machin, il nous a dit que... » Mais alors tout ça, de toute façon, ça ne sera que du verbal. Et ça ne vous aidera pas. Parce que vous ne pourrez pas en faire état. Alors, vous pouvez toujours le dire. Hein. Moi, je suis la première à le dire, notamment à monsieur Laloy qu'on a vu tout à l'heure, mais que je vois régulièrement. Mais évidemment que je vais dire, non mais attendez, vous plaisantez, la police nous a bien dit qu'au final, il y avait ci, il y avait ça. Mais le conseil de discipline ne va pas me croire sur ma très bonne tête. Et c'est heureux. Donc, on va être coincé. On n'a pas de pièces. Nous, évidemment, qu'on sait, bien sûr. Mais on n'a pas la preuve. Donc, de deux choses l'une. Soit ce sont des faits commis dans le service, à votre préjudice. Détournement de fonds, voilà. Et vous allez pouvoir, évidemment, porter plainte et vous allez pouvoir vous constituer partie civile. Et en vous constituant partie civile, vous allez avoir accès au dossier. Donc déjà, vous allez savoir exactement ce qui se passe. Avoir accès au dossier ne veut pas dire pouvoir utiliser les pièces de la procédure. Pour ça, il faudra demander au procureur de lever la confidentialité des pièces pour pouvoir les utiliser. Alors, en fonction du TJ devant lequel vous vous trouvez, ça sera plus ou moins rapide. Ça, c'est la solution simple. Un préjudice commis à l'égard de l'administration et vous pouvez vous en prévaloir. Le cas compliqué, c'est quand c'est commis soit en dehors des fonctions, par exemple, un trafic de drogue qui se déroule dans un centre technique municipal, ce n'est pas dans les fonctions de l'agent de trafiquer. Donc c'est bien en dehors de ses fonctions, sauf que c'est votre centre technique, avec vos moyens. Le problème, c'est que si vous vous constituez partie civile et vous tombez sur un juge d'instruction un peu tatillon, il va vous dire, mais quel est votre préjudice qui justifie que vous puissiez vous constituer partie civile? Donc vous allez dire, plaisantez, je suis dans le Parisien tous les matins, j'ai comme un préjudice en fait, et il faut que je puisse informer de ce qui se passe, que je puisse prendre les mesures. Ah ben c'est pas un préjudice ça. Donc c'est une première grosse difficulté. Je reconnais que dans la plupart des cas, le juge d'instruction ferme les yeux sur la recevabilité de la constitution de partie civile. Donc on aura accès à ce moment-là. On a le cas catastrophique de l'infraction qui ne permet pas qu'on puisse se constituer partie civile. Abus de faiblesse. Vous avez le gardien d'un de vos immeubles qui a repéré que tel habitant appréciait particulièrement la dive bouteille et que s'il lui payait suffisamment d'alcool, la personne allait lui faire des chèques. Abus de faiblesse. Ça s'est passé dans un EHPAD. Abus de faiblesse, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile. Donc là, vous n'avez rien. Rien du tout. Avec un peu de chance, vous allez récupérer la plainte. Donc derrière, vous n'aurez que la plainte. Alors, on va retomber sur notre fameux principe de par tout moyen. Vous allez saisir le conseil de discipline avec la plainte. La plupart du temps, le conseil de discipline va quand même aller relativement vite. Et alors, les 4 mois de suspension, autant vous dire que les services policiers n'auront pas le temps de mener l'enquête, d'aboutir à un résultat, une condamnation. Vous pouvez toujours, devant le conseil de discipline, demander à ce qu'on sursoit à statuer dans l'attente d'avoir votre décision pénale. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit rendue. Derrière, avec un peu de chance, il va faire appel. Donc bref, on part pour des années. Pendant ce temps-là, l'agent sera soit suspendu, ce qui pose la difficulté quand même qu'il est rémunéré. Et puis, comme le disait très justement Didier Jean-Pierre tout à l'heure, la réforme de la suspension a que peu de succès, voilà, puisqu'elle tendrait à obliger l'employeur public à réintégrer l'agence, qu'il ne veut surtout pas faire, évidemment.
Donc, soit on est, avec un peu de chance, il est incarcéré. Donc, vous serez en absence de service fait. Voilà. Mais c'est une vraie difficulté. Et la loi de 2016 qui permet au procureur de vous donner des éléments ne pose qu'une faculté. Donc, moi, je ne peux que vous recommander dans ces cas-là d'écrire régulièrement au parquet en disant « Je suis l'employeur, je dois gérer la situation de mon agent, je dois éventuellement définir si je dois lui retirer son agrément, s'agissant d'un policier municipal. Je dois prendre des mesures et je vous demande de savoir où vous en êtes. Et est-ce que je peux avoir accès à certains actes ?» Et sincèrement, l'encombrement de la juridiction judiciaire, je ne vous le cache pas, ça ne sera pas la demande prioritaire qui sera traitée. Mais voilà, si vous travaillez en bonne intelligence avec eux, vous devriez pouvoir accéder à certains éléments. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de recours. Et donc, vous devrez attendre la décision pénale définitive, puisque je vous rappelle que les décisions, les jugements rendus, ça, tout le monde y a accès. C'est une demande de communication et vous aurez la possibilité de l'avoir. Ça peut prendre du temps. Mais durant la procédure pénale, malheureusement, le principe du secret fait qu'on ne vous communiquera rien. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vous propose une petite adaptation de programme liée au fait que nous avons pris un petit peu de retard, que Mathias Guyomard nous fait l'honneur de sa présence et de manière très ponctuelle. Donc, je vous propose, je compte sur la capacité d'adaptabilité de Michael Chaussard, mon collègue, pour vous proposer que la pause ne se fasse pas et que nous puissions écouter tout de suite Mathias Guyomard et qu'ensuite nous procédions à l'échange avec le public si cela vous convient. Je remercie infiniment nos trois intervenants et donc nous procéderons bien à l'échange, y compris avec les intervenants de la deuxième table ronde, les intervenants de la première table ronde, à l'issue de la présentation par Mathias Guyomard de son panorama d'actualité. Alors, ça vous convient ? D'accord, très bien. Alors, je passe alors la parole à Michael Chaussard qui va donc nous présenter ou tenter d'identifier les critères du juge administratif dans l'exercice du contrôle de proportionnalité de la sanction. Merci beaucoup. Je vais tenter parce qu'on pourrait dire que c'est à la recherche des critères perdus ou à jamais retrouvés, si je puis dire. Je vais essayer d'être bref et de ne pas tomber dans de trop nombreuses citations jurisprudentielles, une technicité excessive. Comme vous le savez, en matière de sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des agents publics, on se trouve dans le domaine du recours pour excès de pouvoir. Petit rappel, mais ça vous le savez tous, à côté du contrôle de la motivation, du respect des règles de procédure, vous avez un contrôle qui va porter, qui est exercé par le juge sur l'exactitude matérielle des faits. C'est le premier point. Après, ces faits sont-ils constitutifs d'une faute? Et dernier point, la sanction qui est prononcée est-elle en adéquation avec la faute qui a été arrêtée? Voilà un petit peu le raisonnement qui est suivi par le juge en matière de recours pour excès de pouvoir. Lorsqu'on parle de contrôle de proportionnalité, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu, à un moment donné, une évolution de la position du juge administratif quant au contrôle qu'il va exercer justement sur la sanction retenue par l'administration. On est dans un domaine où très longtemps, on était typiquement dans le cadre des exercices de prérogatives de puissance publique à l'égard des agents qui étaient censés exercer les missions de service public. Donc pendant très longtemps, le juge s'est refusé à contrôler la nature de la sanction qui était retenue par l'administration. Il nous a fallu arriver en 1978 avec la décision Lebon du Conseil d'État pour que l'on passe à ce que l'on appelle un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. C'est un premier échelon dans le cadre du contrôle qu'exerce le juge sur la qualification juridique des faits. Vous savez, il y a le
contrôle erreur manifeste d'appréciation, vous avez le contrôle normal, vous avez un contrôle encore plus approfondi qu'on appellera contrôle de proportionnalité. Pour ceux qui le connaissent, on le retrouve assez souvent de manière traditionnelle en matière de droit des étrangers avec l'article 8 sur le droit au respect à la vie privée et familiale. Voilà, pour que vous ayez une idée. Le panorama, avant la décision d'Assemblée de 2013 d'Ahan, était relativement clair. Je dirais que vous aviez 3 cercles. Les sanctions qui étaient prononcées à l'égard des professions réglementées faisaient l'objet d'un contrôle normal depuis une décision de section ARFI de 2007. S'agissant des sanctions qui étaient prononcées à l'égard des administrés, donc par l'administration, on était passé là à un contrôle, non plus de recours d'excès de pouvoir, mais un contrôle de plein contentieux, avec une décision Atome de 2009. Et concernant les agents publics, eh bien, on en était resté au paysage qui était celui de la décision Lebon de 1978 et qui a été réaffirmé par la décision Touzard du Conseil d'État de 2006. Et à l'occasion d'un recours dont a été saisi le Conseil d'État concernant un haut fonctionnaire, plus exactement le représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe, pour des faits, on va dire, concernant des propos et des comportements disproportionnés à l'égard de la gente féminine dans le cadre de ses fonctions. C'était dans le cadre d'une évaluation dite à 360 degrés. Il y a une sanction qui a été prononcée à son égard, qui était la mise à la retraite d'office. Et à cette occasion, le Conseil d'État a été amené à revoir sa position et à passer un contrôle dit normal et non plus un contrôle réduit à l'erreur manifeste d'appréciation. Alors, à partir de là, on a beaucoup glosé dans la doctrine, il y a eu des questions de l'administration pour savoir est-ce que finalement on va enfin avoir la chance d'avoir une correspondance entre les catégories qui sont retenues pour les sanctions disciplinaires, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, et puis les fautes, avec une idée, à une faute précise correspond nécessairement une sanction précise, puisque c'est une question qui est posée, que se pose le gestionnaire dans l'administration, et c'est bien entendu une question que se pose aussi l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Au risque de vous décevoir, mais j'y reviendrai un peu plus longuement, on n'est pas arrivé à ce point-là. Et j'expliquerai pourquoi. Mais tout d'abord pour savoir pourquoi on est passé à ce contrôle normal et non plus au contrôle restreint. En fait, c'est la conjonction de plusieurs éléments. J'en ai identifié 5. Le premier élément tient au dialogue des juges, et plus exactement au dialogue qu'il y a eu entre le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur l'application de l'article 6 de la CEDH relative au droit au respect à un procès équitable. La CEDH, dans le cadre de l'évolution de sa jurisprudence, a, à partir de 2009, étendu et posé le principe selon lequel les agents publics pouvaient se prévaloir de l'article 6 de la CEDH et que dans ce cadre-là, il devait y avoir même un contrôle de plein contentieux. Alors soyons prudents, c'était dans la langue de la CEDH. Contrôle de plein contentieux, c'était plutôt un contrôle du caractère proportionné de la sanction par rapport à la faute commise par l'agent. Donc on a invité par là même les juridictions nationales à exercer un contrôle beaucoup plus précis sur l'adéquation faute-sanction. Deuxième élément, c'est un mouvement général, je pense, plus profond de la jurisprudence du juge administratif en matière d'action publique, et je ferai le parallèle avec la responsabilité de l'administration. Pendant très longtemps, ça a été le principe de la faute lourde. Seule la faute lourde pouvait entraîner l'engagement d'une procédure en responsabilité à l'encontre de l'administration. Puis on est passé à un régime de faute simple. Et je crois que ce mouvement est tout à fait général dans l'ensemble des secteurs où intervient la puissance publique. C'est-à-dire que de plus en plus, les domaines où on en reste à l'erreur manifeste d'appréciation tendent à se réduire et l'on passe à un contrôle normal, voire à un contrôle de proportionnalité accrue. Donc ça, c'est un deuxième point, élément de contexte général.
troisième facteur qui a contribué, à mon avis, à ce basculement jurisprudentiel, il y avait les travaux qui avaient commencé aussi, les réflexions sur la loi, qui ont donné lieu à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, où là on invitait une plus grande gradation des sanctions. C'est ce qui ressortait des débats parlementaires dont on a parlé tout à l'heure à l'occasion de la première table ronde. Je dirais qu'il y a un quatrième point, et à mon avis qui a joué très fortement, c'est que la distinction entre le contrôle réduit à l'erreur manifeste d'appréciation et le contrôle normal est finalement quelquefois une distinction qui, dans la réalité, est bien ténue. À savoir que le contrôle de l'intensité que le juge pouvait avoir dans le cadre de l'erreur manifeste d'appréciation avait considérablement progressé. J'en prendrai un exemple, c'est la décision Matelli de 2010 du Conseil d'État qui concernait, vous le savez, un gendarme qui était également chercheur en sciences sociales et qui avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les propos qu'il avait tenus à l'égard de l'institution militaire, propos qui n'étaient pas du tout injurieux, mais il remettait en cause les orientations qui avaient été retenues s'agissant de la gendarmerie nationale, et on considérait que, ce faisant, il était sorti de son devoir de réserve qui était le sien à l'égard de la gendarmerie nationale. La sanction qui avait été prononcée à l'encontre de ce gendarme a fait l'objet d'une censure par le Conseil d'État. Et sur le terrain d'erreur manifeste d'appréciation, et quand vous lisez de manière très attentive la décision du Conseil d'État, vous apercevez qu'on est dans du contrôle normal, en fait. On n'est pas dans du contrôle réduit à l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, de fait, on avait progressivement basculé vers un contrôle normal de facto. On appelait toujours ça erreur manifeste d'appréciation, mais en fait, on était dans du contrôle normal. Et je pense, moi je le lis comme ça, que la décision d'Assemblée de 2013 tire la conséquence de cette évolution quant au contrôle qu'exerce le juge sur l'adéquation entre faute disciplinaire, sanction disciplinaire. Dernier point, je dirais qu'il y a aussi un argument de bon sens, à savoir que le Conseil d'État a tiré toutes les conséquences du passage, j'allais dire, à un contrôle normal s'agissant des sanctions disciplinaires prononcées en matière de profession réglementée. Il s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu finalement une inflation des annulations, que les sanctions prononcées n'avaient pas fait l'objet d'un plus grand nombre de recours, et surtout que ça n'avait pas entraîné un plus grand nombre d'annulations. Voilà. Donc je pense que l'ensemble de ces considérations ont amené le juge administratif, le Conseil d'État, dans sa décision d'Assemblée, à passer à un contrôle dit normal, s'agissant de l'adéquation entre faute disciplinaire et sanction. Maintenant, le second point, c'est celui des critères. Avec la question sous-jacente, est-ce que finalement, on peut avoir une correspondance parfaite entre la faute disciplinaire et l'une des sanctions identifiées dans les 4 groupes qui existent aujourd'hui? Je pense que non, pour une raison assez simple et qui a été rappelée lors de la première table ronde par M. Fournier, en matière de management et de sanctions disciplinaires. Et il indiquait que la sanction disciplinaire, elle doit prendre en compte l'impact culturel, c'est-à-dire le service dans lequel on évolue, et également qu'il s'agit d'un outil politique. Et en scrutant un petit peu les décisions qui sont intervenues, les juges du fond, tribunaux administratifs, et puis qu'on regarde aussi les cours administratifs d'appel, voire le Conseil d'État lorsqu'il est saisi directement en premier ressort, s'agissant des agents qui sont nommés par décret du président de la République, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de critères absolus. Il y a plutôt la prise en compte d'un ensemble de considérations qui avait été très clairement résumées par le président Stirn en 1990, dans une décision du 13 juin 1990, dans ses conclusions. Donc à l'époque, on était pourtant dans le cadre du contrôle réduit à l'erreur manifeste d'appréciation, où il nous disait « L'administration doit tenir compte du passé et de la manière de servir de l'intéressé. Le pouvoir disciplinaire n'a pas nécessairement à déboucher sur des sanctions majeures. Le contrôle de la gravité des sanctions permet d'inciter l'autorité hiérarchique à mieux prendre en compte l'ensemble des circonstances d'une affaire sans négliger sa dimension humaine. » Donc c'est tout à fait ce que rappelait M. Fournier tout à l'heure, à savoir que je pense qu'une même faute disciplinaire
avec 2 agents différents, avec un passé administratif différent, avec une manière de servir qui aura été excellente dans un cas, et dans un autre cas qui aura été un peu moins excellente, plus sujet à discussion, ne débouchera pas sur une même sanction. De la même manière que l'on prendra bien entendu en compte les conséquences de la sanction prononcée, son intensité par rapport à la situation individuelle. Et là, pour terminer, je rebouclerai avec la décision d'Assemblée d'Ahan de 2013 et avec une décision beaucoup plus récente du mois de septembre qui concerne, vous savez, ce général à la retraite qui avait l'honorariat et qui a manqué à son devoir de réserve en critiquant assez fortement l'institution militaire et en prenant des positions à rebrousse-poil, on va dire. Voilà, je n'entrerai pas plus dans les détails. Et qui, lui, a fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres. Et dans ces 2 cas, on se rend compte que le Conseil d'État a pris en compte la situation des intéressés dans la hiérarchie administrative. Ils incarnaient les plus hauts postes dans l'institution militaire ou dans la fonction publique civile. Ils avaient donc un devoir d'exemplarité, de visibilité. Et c'est ce qui a profondément joué, à mon avis, dans les 2 cas pour que le Conseil d'État valide la sanction disciplinaire qui avait été retenue en 2013, à savoir la mise à retraite d'office, et la sanction qui a été prononcée en septembre 2017 à l'égard de ce général, à savoir la radiation des cadres. Je ne suis pas certain que s'il s'était agi d'un agent qui se serait trouvé dans une position différente dans la pyramide administrative, le même quantum aurait été retenu. Je retiens d'ailleurs que dans les 2 cas, le Conseil d'État a relevé l'excellente manière de servir de ces 2 agents. C'était particulièrement vrai dans la décision d'Ahan, où dans ses conclusions, le rapporteur public, Rémi Keller, faisait mention de toutes les lettres qui avaient été reçues, indiquant qu'on avait affaire à un diplomate qui était unanimement reconnu pour ses qualités professionnelles. Donc, lorsque le président Stirn nous invitait à prendre en compte l'intégralité de la situation de l'intéressé, cela veut donc dire son passé administratif, la manière de servir, cela signifie également sa position dans la hiérarchie administrative. S'agit-il d'un agent de catégorie A, B ou C? S'agit-il d'un agent qui assure la direction d'un service, voire d'une administration? Et surtout, quelle va être la conséquence sur sa situation personnelle de la sanction qui est prononcée, c'est-à-dire son caractère réversible ou non, puisque lorsqu'on a une mise à la retraite d'office ou une radiation des cadres, là, pour le coup, on peut dire que la sanction prononcée a un effet définitif. Donc, en conclusion, il n'y a pas de critères précis permettant de mettre une relation d'égalité entre faute disciplinaire et sanctions du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième groupe. Il y a un ensemble, un faisceau qui doit être pris en compte par l'administration pour prononcer une sanction particulière. Et je pense à cet égard que, même si qu'on se livre à des exercices de prophétie, c'est toujours un petit peu risqué, on ne risque pas de basculer, s'agissant des sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des agents publics, dans le domaine du plein contentieux, qui permettrait au juge de réformer éventuellement la sanction prononcée à l'administration, de se substituer pour prononcer une sanction plus douce, voire pour l'aggraver. Pourquoi? Parce que c'est l'administration qui est le mieux à même d'apprécier l'ensemble des éléments touchant à la personne du fonctionnaire qui fait l'objet d'une sanction. Son passé administratif, son positionnement hiérarchique, ses relations avec les collègues. Et comme le rappelait M. Fournier tout à l'heure, c'est un outil de gestion des ressources humaines. Donc je ne pense pas, sauf s'il y était incité très fortement dans le cadre du dialogue des juges avec la CEDH, que le Conseil d'État passera dans un avenir rapproché à un contrôle de plein contentieux s'agissant des sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des agents publics. Voilà.